rallye Paris-Dakar, mort d'un motard, Jean-Noël Pinault. Aucune trace pour l'instant de l'équipage Lucbert-Lefebvre, disparu depuis 3 jours. Christine Caron et sa coéquipière sont arrivées saines et sauves à Agadez. Le climat en Corse, depuis l'arrivée du commissaire Broussard, nos envoyés spéciaux l'ont suivi pendant 5 jours. Rugby, les premiers matchs du tournoi des 5 nations, victoire de la France sur l'Angleterre 19-15. Sur le terrain des Anglais à Twickenham, la meilleure façon pour les Français de commencer le tournoi, puisqu'ils ont gagné avec la manière, en inscrivant 3 superbes essais en deuxième mi-temps. Par ailleurs, l'Irlande a battu l'Écosse 15-13. Madame, monsieur, bonsoir. C'est du sport, bien sûr, c'est l'aventure, mais c'est aussi la mort, la peur pour les concurrents et pour les organisateurs, une responsabilité bien lourde. Le rallye Paris-Dakar, qui se poursuit pour les concurrents les plus heureux à plus de la moitié du parcours, le rallye Paris-Dakar a été endeuillé hier soir par la mort d'un motocycliste de 30 ans, Jean-Noël Pinault, qui participait pour la 4e fois à l'épreuve. Les recherches se poursuivent par ailleurs pour retrouver la trace d'Arnaud Lucbert et de Maurice Lefebvre, dont la Range Rover s'est perdue dans les sables du désert du Ténéré. L'ancienne championne de natation, Christine Caron, et sa coéquipière, Bernadette Sassi, ont-elles été prises en charge par des Touaregs, comme je vous le disais hier soir? Ces nomades les ont amenés en caravane dans la petite ville d'Agadez, au Niger. Sur des images qui vont mieux vous faire comprendre les épreuves des concurrents, le récit de Lionel Chamoulot. Mercredi, quelque part dans la tourmente, dans le désert du Ténéré. Parmi ces motards, Jean-Noël Pinault. Jean-Noël Pinault qui a trouvé cette nuit la mort sur la route à 110 km d'Ouagadougou. Pinault était un habitué de l'épreuve. Il participait pour la 4e fois à Paris-Dakar. C'était le type sympa, 30 ans, la douceur dans la vie, la fureur sur une moto de course. Pinault était un de ces rares concurrents toujours prêt à donner un coup de main. Écoutez-le au milieu de la tempête de sable. Il faut absolument avertir quelqu'un le plus tôt possible. Hein, si vous rencontrez quelqu'un, il faut absolument qu'il... Je sais pas, il est par là, mais il faut avertir, je ne sais pas quoi faire. Hein? Bah, il a un bras cassé, il a les dents, quelque chose. Tu peux faire quelque chose ou pas? Hein? Tu peux dire où c'est? Mais non, absolument pas, parce qu'on a tourné en rond, on est perdu là. Pinault s'inquiétait de Michel Merel, qui sera retrouvé plus tard et reconduit à Agadez en hélicoptère. Merel s'en était sorti, mais d'autres concurrents erraient encore, et certains se demandaient alors si le rallye devait continuer. Il est toujours très difficile de prendre des décisions. Bon, on est toujours plus fort après la course. Arrêter la course, c'était dommage pour ceux qui ont réussi à naviguer et à franchir la ligne d'arrivée. Là, c'est l'organisateur qui doit prendre sa décision. Personnellement, je ne suis pas suffisamment en état pour porter un jugement, étant donné que je suis rentré avec l'hélicoptère, que j'ai survolé le reste de la course sur 300 km avec l'hélicoptère et qu'on a vu des concurrents partout, sur des pistes parallèles, des concurrents absolument en perdition. Et il est certain que arrêter la course, je ne sais pas. C'est pas à moi de prendre cette décision ou de donner mon avis là-dessus. Ceux qui étaient sortis de l'enfer épuisés et marqués n'avaient pas la vedette. Chacun s'inquiétait des naufragés du désert. Ce soir encore, l'équipage Lucbert-Lefebvre n'a toujours pas été repéré. Le fait divers prenait alors le pas sur le sport. On avait presque oublié que la course continuait, que les pilotes avaient quitté Agadez pour Korogo. Cette nuit, tragique rappel sur le tronçon bitumé Léo-Ouagadougou. Jean-Noël Pinault était fauché par une voiture. Pinault croyait pourtant avoir vécu le plus dur. 2300, on a 4 heures de repos, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Moi je vais rouler doucement vu mon classement. Je vais assurer, on va voir. La nuit ça va être un peu l'enfer quand même parce que l'éclairage c'est bien, mais en moto la piste c'est pas évident. Hein. Jean-Noël Pinault, donc, qui a trouvé la mort la nuit dernière. 2 attentats en Corse la nuit dernière, 2 attentats qui n'ont fait que des dégâts matériels à Bastia et dont la responsabilité n'a pas été revendiquée. Une alerte à la bombe sans conséquence a eu lieu aussi à Corte et au domicile du vétérinaire blessé le 31 décembre dernier. Voilà en tout cas 5 jours maintenant que Robert Broussard, le nouveau commissaire de la République chargé de la police pour la Corse, est arrivé dans l'île avec son équipe. 5 jours durant lesquels Daniel Lecomte et Jacques Douet ont pu le suivre à la trace. Une enquête qui rend bien le climat qui règne maintenant dans l'île.
On attendait Robert Broussard, mais c'est Joseph Franceschi qui parlera le premier jour de l'arrivée en Corse du nouveau commissaire de la République. Une manière comme une autre de signifier une volonté politique et de respecter le sens que Robert Broussard a voulu lui-même donner à sa fonction. Il va avant tout être un technicien et il entend le rester. Mais au même moment où Joseph Franceschi tenait sa conférence de presse, un militant nationaliste écrivait sur le mur de la préfecture un slogan hostile au nouveau commissaire. Ce militant, nous l'avons rencontré 2 jours plus tard dans une manifestation. On ne gomme pas un problème en faisant venir un policier et un super policier. On crée une situation d'exception en Corse en nommant pour la première fois dans l'histoire de la Corse un préfet de police. Manifestation à Ajaccio, d'un côté l'association des lycéens du RPR qui s'est rassemblée devant la préfecture. De l'autre, sur le cours Napoléon, la FEN, la CGT et le PCF ont eux mobilisé leurs troupes contre la violence. Derrière les grilles, le commissaire Lori, nouvellement nommé, affronte sa première situation difficile. Entre les 2 cortèges, des militants nationalistes ne ménageront pas leurs sifflets. Ces manifestations n'ont rien à voir avec l'entrée en fonction de Robert Broussard. Elles indiquent seulement le contexte dans lequel il va travailler. Vous êtes plutôt pour la violence? Si ça aboutit à quelque chose, Pardon? si ça aboutit à quelque chose, Oui. Et vous croyez que ça peut aboutir? on verra ça. J'étais élève. D'accord. C'est quoi, professeur? On t'en a même pas. Non. Ils ont des choses à dire, il faut les écouter, les jeunes. Bien sûr. C'est un langage nouveau dans la police, ça. Ah non, monsieur. C'est un langage habituel pour vous? Pour moi, ça a toujours été un langage habituel. Les jeunes sont dignes d'intérêt et ont des choses à dire, il faut les écouter. C'est pour ça que c'est la manifestation qui vous a fait partir? Non, c'est vous. Premier bain de foule pour Robert Broussard, il sortira ce jour-là pour discuter avec les manifestants. Malgré les apparences, tout est calme à Ajaccio. Depuis plusieurs jours, la ville n'a pas connu d'attentat. Robert Broussard, lui, a choisi de sortir chaque soir avec Ange Mancini, son adjoint le plus proche, pour sentir le climat de la ville. Le lendemain, une voiture officielle prend la route de Bastia. À l'intérieur, Robert Broussard et son staff au complet. Première étape, Corté, où l'on se rend à la sous-préfecture. Dans la pièce d'à côté, nous surprenons une surprenante conversation. Je veux dire, le paquet complètement fermé ou il y a quelque chose d'apparent? Complètement fermé? Oui, vous le tirez à distance, hein? C'est ça. D'accord, hein, tirez à distance. Qu'est-ce que je veux dire? Le préfet de police voudrait bien vous voir. À 100 mètres de la sous-préfecture, des artificiers tentent de désamorcer un colis piégé. Le colis a été posé sur le siège d'une voiture appartenant à un exploitant de cinéma, habitué à louer sa salle à des militants nationalistes, entre autres. C'est le même climat quand on a des enfants, surtout ça. Le principal, c'est de pouvoir arriver à se contrôler. On découvrira dans ce colis 1 kilo de dynamite. En d'autres temps, Robert Broussard lui-même se serait rendu sur place. Cette fois-ci, c'est Ange Mancini qui s'y rendra. Non, aucune déclaration. Robert Broussard devait se rendre ensuite à Bastia, première visite au commissariat. Madame Nicolaï. Vous refusez de parler depuis que vous êtes là, pourquoi? Parce qu'on m'enregistre. Je vais vous remettre, monsieur le commissaire de la République, toute une série de délibérations prises par les maires de ce département. Il y en a des dizaines et des dizaines. Émotion et recueillement aujourd'hui à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Environ 8000 personnes ont assisté ce matin aux obsèques des 2 jeunes gendarmes mobiles tués lundi dernier dans une embuscade près de la Foa. Sur place, à Nouméa,
Serge Misseret. 7h30 ce matin, à la caserne Normandie, près de Nouméa, le général commandant la place épingle la médaille militaire devant deux cercueils, ceux des deux gendarmes Jacques Maurice et Éric Gallardon. Ils avaient respectivement 22 et 21 ans. Ils ont été tués lundi dans une embuscade tendue par les Kanaks en pleine brousse. Jacques Rouanette, haut commissaire en Nouvelle-Calédonie, assiste à la cérémonie, ainsi que les autorités civiles et militaires de l'île. Les corps des deux gendarmes ont été veillés toute la nuit par leurs camarades. La prompte réaction des autorités, arrestation des coupables, suite judiciaire immédiate, a certes conforté la communauté européenne, mais n'en a pas pour autant gommé son inquiétude face à la montée des revendications indépendantistes. Ces mêmes indépendantistes, du moins leur fraction dure, déclarent aujourd'hui dans un communiqué, je le cite, « Décidément, le gouvernement n'est pas décidé à nous accorder l'indépendance ». Et cette constatation s'accompagne d'une approbation de l'action des Kanaks qui ont tué les deux gendarmes. Une approbation qui pourrait très bien être interprétée comme une menace de nouvelles violences. Comment occuper le terrain psychologique et diplomatique pour ne pas le laisser entièrement à Moscou? Comment convaincre à la fois les alliés européens et l'opinion américaine qu'une véritable politique existe à Washington en matière de désarmement et d'euromissiles? Le président Reagan a utilisé de son mieux hier soir, je vous le disais, son talent médiatique en tenant une conférence de presse. Dans ce but, une conférence de presse impromptue à Washington. Une conférence de presse destinée à dissiper, si faire se peut, l'impression de flottement et de zizanie que dégage son administration sur une question tout à fait cruciale pour les rapports Est-Ouest. De Washington, Édouard Laure. Je pense que comme les négociations doivent commencer début février, on est prêt à y aller. Je pense qu'il faut d'abord commencer par ça. On verra où ça nous mène et si un sommet est nécessaire. Une confirmation donc des rumeurs qui circulent ici à Washington depuis quelques jours sur l'évolution de l'esprit de la Maison-Blanche quant à la possibilité d'un sommet Reagan-Andropov. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, les Américains rejetaient catégoriquement cette idée. Deuxième élément de cette apparition totalement inattendue du président qui a obligé les 3 chaînes de télévision à interrompre brusquement tout leur programme, c'est le sentiment que Ronald Reagan a cherché à rassurer ses alliés, donc les Européens, mais surtout l'opinion publique américaine, devant l'indécision, très sensible depuis 48 heures, des responsables américains sur la politique à suivre en matière de désarmement, et avec les remous causés par les changements de tête aux délégations de Genève et de Vienne. Je resterai parfaitement déterminé, a dit Ronald Reagan, mais avec dans ses propos 2 nuances qu'on n'avait jusqu'à hier jamais entendues. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes maintenant en position d'y arriver. Et je vais tout faire pour qu'on y arrive. Notre détermination restera telle qu'elle. Récemment, j'ai opéré quelques changements de tête pour que nous ayons maintenant une équipe dynamique en place qui va nous permettre de prendre vite des décisions pour arriver à des résultats à Genève. Et qu'il n'y ait aucun doute, nous sommes prêts. Nous étudierons toute proposition sérieuse et nous sommes déterminés à réussir pour ce qui est le problème numéro 1 de notre génération. Les propos du président Reagan n'ont suscité jusqu'ici aucune réaction officielle ou officieuse à Moscou. Moscou continue avec méthode de faire pression sur les alliés européens de Washington pour les convaincre de ses thèses. La cible prioritaire, l'Allemagne fédérale, où la question du déploiement ou du non-déploiement des fusils nucléaires de l'OTAN devient l'enjeu principal de la campagne électorale qui doit décider le 5 mars prochain de la couleur politique de l'équipe dirigeante. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Gromyko, est attendu demain à Bonn pour une visite officielle de 4 jours, une visite qui sera bien sûr entièrement consacrée au dossier des euromissiles. Le refus du déploiement des euromissiles sur le territoire allemand constitue précisément le thème central de la campagne électorale des écologistes allemands, les Verts. Leur congrès vient de s'ouvrir à Stuttgart. L'enjeu, Maurice Werther. Ils ont toujours l'air aussi original, bohème, pas sérieux, marginal. Mais les écologistes allemands sont aujourd'hui une force politique. Ils comptent bien, et les sondages leur donnent raison, avoir des députés au Bundestag, cette fois-ci après les élections législatives du 6 mars.
comme on s'y attend et on l'a dit, le thème de leur campagne électorale c'est « Non aux fusées Pershing en Allemagne ». Et leur porte-parole explique déjà précisément ce que les Verts feront au Bundestag, où ils seront une force d'appoint, plus ou moins alliée aux social-démocrates, dont ils ont bien l'intention d'infléchir la politique. On fera une opposition fondamentale. On essaie à arrêter des projets ruineux, comme par exemple l'extension de l'aéroport à Francfort, comme les centrales nucléaires, comme le consensus du gouvernement allemand vis-à-vis le réarmement, c'est-à-dire le déploiement des missiles à moyenne portée. Si par exemple le Parti social-démocrate et les Verts ensemble auront la majorité, on va tolérer un gouvernement minoritaire de M. Vogel du Parti social-démocrate. Si le Parti chrétien-démocrate aura la majorité totale, on fera une opposition fondamentale et constructive qui peut en même temps pousser le Parti social-démocrate dans la direction plus écologique, plus dans le sens du mouvement de paix qu'aujourd'hui. Ne refusez pas le dialogue pour la paix, c'est le message en français que le pape Jean-Paul II a adressé aujourd'hui au cours diplomatique dont il recevait les vœux au Vatican. Le pape a dressé un bilan des divers foyers de guerre, de guérilla ou de tensions graves qui existent dans le monde, à commencer par le Liban. Dans son long discours, Jean-Paul II n'a pas cité une seule fois son pays d'origine, la Pologne. Le président Mitterrand poursuit son voyage en Afrique noire. Après le Togo, c'était cet après-midi au tour du Bénin d'accueillir le chef de l'État, dont l'arrivée a été retardée de quelques heures par un fort vent de sable. Sur place à Cotonou, Jean Martin. Si cette seconde étape retient particulièrement l'attention des Africains, ce n'est pas seulement parce que commence aujourd'hui la première visite officielle d'un chef d'État français au Bénin, c'est aussi parce que les relations entre la France et l'ancien Dahomey, désormais République populaire et marxiste, ont connu parfois des moments de graves tensions. Il n'y a pas si longtemps encore, c'est la France que le chef de l'État béninois, le président Kérékou, accusé d'être en partie responsable du débarquement raté de mercenaires étrangers en 1977. C'est dire que l'arrivée aujourd'hui à Cotonou de François Mitterrand est donc l'aboutissement du processus de normalisation des relations entre le Bénin et la France. Le Bénin, de vieille tradition francophone, compte 3,5 millions d'habitants, pays rural, pratiquement dépourvu de richesses énergétiques ou minérales. Il vit surtout des revenus d'import en eau profonde qui dessert plusieurs grands États de la région. Mais le Bénin reste, avec un revenu par tête 35 fois inférieur au nôtre, l'un des pays les plus pauvres du monde. Officiellement, le Bénin a choisi la voie marxiste-léniniste, mais il faut savoir que dans la pratique, la rigueur révolutionnaire n'exclut plus désormais une grande compréhension du commerce privé, récession oblige. Et si l'on se réjouit ici de l'arrivée du président français, on espère aussi que les hommes d'affaires suivront. Le climat social en France, toujours marqué par le conflit aux usines Renault. À Flins, direction et syndicats ont tenté de préciser aujourd'hui le projet de protocole d'accord qui devrait être soumis lundi matin aux peintres grévistes. La CGT réclame pour sa part une double consultation, celle des grévistes et aussi celle des 10 000 personnes mises en chômage technique. À Billancourt, où la grève de l'atelier de peinture s'est poursuivie hier, la direction a décidé aujourd'hui de convoquer pour mardi matin une réunion extraordinaire du comité d'établissement. Par ailleurs, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Lajoigny, demande dans une lettre au ministre de la Recherche et de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement, la constitution d'un groupe de travail pour résoudre le conflit. La querelle de l'enseignement privé, 3 000 à 3 500 personnes ont manifesté sans incident cet après-midi à Mans, dans Lozère, à l'appel de l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre de Lozère. Un agriculteur du Calvados, sa femme et 4 de leurs enfants âgés de 13 à 18 ans
poursuivent depuis 5 jours une grève de la faim. Leur but, récupérer un champ de groseilliers qui leur est réclamé pour cause de remembrement par la direction départementale de l'agriculture. L'histoire se passe à Saint-Aubin-des-Bois. Marcel Tria. Voici l'objet du litige. 8000 pieds de groseilliers plantés par Michel Lecourt sur un champ de 2 hectares, encore peuplé de ronces l'année dernière. Ces ouvriers envoyés par la direction départementale de l'agriculture du Calvados en ont déjà arraché 4000. Pourtant, Michel Lecourt avait reçu une subvention pour les planter. La France manque de groseilles. Mais le remembrement bat son plein à Saint-Aubin et Michel Lecourt a hérité d'un herbage en échange de sa plantation. Il n'est pas d'accord, bien sûr, mais lui demande-t-on son avis. On nous a toujours fermé la porte et on n'a jamais voulu dialoguer. Aucun n'a voulu nous accepter nos revendications ainsi que de quoi pouvoir un peu négocier et essayer de s'entendre à avoir un accord quelconque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la dictature. On n'a plus le droit, nous qui travaillons, à la parole. Dialogue de sourds. Depuis mardi, soutenu par ses amis agriculteurs, Michel Lecourt s'est installé avec sa femme et ses enfants sous cette tente de fortune à 2 pas des 4000 groseilliers qui lui restent. Ensemble, ils ont entamé une grève de la faim. Une cinquantaine de détenus de la prison de Fleury-Mérogis se sont ouverts les veines de concert cet après-midi. Leur but, obtenir le parloir libre et sans vitres. C'est ce qu'annonce en tout cas l'organisation d'extrême gauche Défense Active, proche du mouvement dissous Action Directe, et qui milite en faveur des prisonniers politiques et de droit commun. Le parloir libre fait partie des mesures annoncées récemment par le garde des Sceaux, Robert Badinter, pour humaniser les prisons. C'est pour protester contre la lenteur de la mise en application de cette réforme que les détenus se sont blessés. D'après le ministère de la Justice, 22 détenus et non 50 se sont en effet blessés superficiellement et ont regagné leur cellule sans incident. Changeons de registre et passons au sport avec d'abord bien sûr cette première victoire encourageante de l'équipe de France de rugby à Twickenham cet après-midi en ouverture du tournoi des 5 nations. 19-15, tel est le score final imposé par les Français en deuxième mi-temps avec 3 essais en 12 minutes. Lionel Chamoulot. Première mi-temps, un combat de coups de pied seulement. Canberra-Béraud ouvre la marque, mais c'est Dusty Hare qui prend l'avantage. 4 pénalités au total dans ce match pour l'arrière anglais. 3 x 4, cela fait 12. Les 3 autres points sont signés Cusworth, le demi d'ouverture, grâce à ce drop juste avant la mi-temps. Canberra-Béraud malheureux dans ses coups de pied, les Français décident de marquer des essais. 49e minute, Estève. « 53e minute, tout le pack d'avant, derrière, Papa Rambord. Avec en prime la bise du capitaine. « 61e minute, Sella marque le 3e essai, le plus beau. Roger Coudert pleure, la France a gagné 19-15. Autre rencontre cet après-midi d'ouverture de ce tournoi des 5 nations. À Édimbourg, l'Irlande a battu l'Écosse 15-13. La France et l'Irlande sont donc en tête pour le moment de ce tournoi à 83. Importante soirée de football tout à l'heure, puisque c'est peut-être ce soir que se joue le titre de champion de France en première division. En effet, Nantes, qui est en tête avec 3 points d'avance, reçoit pour la reprise Bordeaux, qui est deuxième. Nantes, s'entourer est donnée favorite après avoir vaincu Bordeaux en match aller. Mais les Girondins, même privés de trésors, vont tenter le tout pour le tout. C'est ce que disent Alain Giresse et l'entraîneur Aimé Jacquet à Alain Vernon. C'est plus important pour nous que pour Nantes, parce que je pense que nous, si l'on perd, on a 5 points de retard, donc le championnat risque d'être joué. Si l'on gagne, tout est relancé. Donc je crois que nous, il va falloir prendre des risques. Je crois qu'on passe par là et on sera obligé de prendre des risques. Compte tenu de la valeur de l'adversaire, dans un stade qui va être quand même archi-comble et anti-bordelais, je crois que nous aurons tout intérêt
à prendre certaines dispositions. Mais si nous voulons acquérir un résultat, c'est surtout jouer un football alerte, vif, comme sont les qualités de l'équipe bordelaise. Et je crois que nous avons peut-être les moyens de contrecarrer, voire d'inquiéter l'équipe nantaise. Autre match de reprise cet après-midi, Strasbourg a battu Metz 2-1. Les résultats du tiercé disputé cet après-midi à Vincennes, vous les voyez, le 7, le 6 et le 3. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 2662 francs 50, dans un ordre différent, un peu plus de 500 francs. Demain dimanche, autre tiercé, toujours à Vincennes, Pierrette Bresse va vous en dire plus. Après la réussite fantastique du quartet de jeudi dernier à Cagnes-sur-Mer, eh bien, il est bien difficile de vous proposer un pronostic. Alors, pour essayer de vous porter chance avec celui que je vais vous proposer maintenant, eh bien, je suis venue devant le Celtic, le tabac PMU 150 rue d'Avron, qui a encoché l'un des 14 quartets millionnaires. Quartet millionnaire, eh bien, je ne pense pas que ce sera le cas demain du tiercé dans le Prix de Rouen à Vincennes. Cette course au trottier longue de 2600 mètres réunit un lot de 19 trotteurs DM et DL âgés de 5 et 6 ans qui sont vraiment très très bons. Toutefois, je peux vous dire qu'à l'entraînement, cette semaine, j'ai beaucoup entendu parler de chevaux comme Maillot, Martel, Milord et Leude et Mode de Beaulieu. Bien que les trotteurs M soient parmi les meilleurs, j'accorde une bonne chance d'outsider à La Cantarelle, menée par Paul Vielle. Comment ça devrait se passer dimanche? Eh bien, je rends 25 mètres, c'est quand même pas facile. Il y a 2-3 chevaux qui se détachent, à mon avis, comme Maillot, Milord et Leude, Limoux. Maintenant, pour une place, elle est assez maniable, elle part rapidement, donc je devrais assez vite refaire mon handicap. J'espère pouvoir placer une pointe pour finir, si on peut. Voici la sélection que je vous propose. Le 15, Maillot, le numéro 16, Lonou, le 6, Martel, le numéro 12, Milord et Leude, le numéro 14, Ludiana, le 11, Monsieur Gemme, Mode de Beaulieu, le numéro 18, Limoux, le numéro 9, et La Cantarelle, le numéro 17. Un mot du satellite soviétique en perdition dans l'espace. L'agence TASS a annoncé aujourd'hui qu'il terminera sa course dans l'atmosphère à la mi-février. Sa retombée sur Terre en petites particules devrait être sans danger pour la vie humaine. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, le temps pour demain. Tant que le ciel ne lui tombe pas sur la tête, en attendant pour demain, il sera maussadissime. Regardez la photo satellite, ce sera la même pour demain, à savoir du soleil sur la Méditerranée, mais partout ailleurs, voilà, tout cela c'est blanc, blanc ou gris, ce sont des nuages, il y en a partout, tout autour du pays. Donc, pour demain, sur la Méditerranée, c'est du beau temps, grâce au Mistral et à la Tramontane qui vont persister et qui seront forts, tous les deux, et qui vont persister 2 ou 3 jours. Puisque je suis dans cette région, je vous signale, compte tenu du fait que la neige n'est pas encore stabilisée et qu'il fait relativement doux, qu'il y a un léger risque d'avalanche sur les Alpes, soyez donc prudents. Sur le reste du pays, c'est du mauvais temps, attention mauvais temps, disons des nuages. Toujours très doux, avec quelques petites bruines sur le nord, possibilité d'éclaircies sur le centre-ouest dans l'après-midi, et peut-être par-ci par-là un rayon de soleil. C'est un temps très médiocre, maussade donc. Les températures, quant à elles, pour demain sont très douces, très au-dessus des normes saisonnières, puisque le maximum c'est 14 degrés prévu à Nice et en Corse. Le minimum c'est 6 degrés à Nancy, mais vous voyez que 11 degrés à Brest, 8 à Lille, 12 à Bordeaux, 13 à Perpignan, 10 à Bourges et 7 à Strasbourg, ce ne sont pas des températures fraîches. Demain, c'est le dimanche 16 janvier, 3 minutes de soleil en plus pour fêter ça, lever 8h40, coucher 17h21, et les grainetiers seront ravis, ils fêteront leur patron Saint-Marcel. Saint-Marcel, je vous rappelle le titre principal ce soir, le rallye Paris-Dakar, endeuillé par la mort d'un motard et toujours aucune trace de 2 automobilistes perdus depuis 3 jours. Demain, dans notre magazine, Dimanche Magazine, à 18h donc sur Antenne 2, ne manquez pas un extraordinaire reportage sur cette étape particulièrement meurtrière du rallye Paris-Dakar, l'étape du Ténéré. Voilà, à 23h20, Claude Sérillon et Martine Laroche-Joubert vous présenteront notre dernier journal. Demain 20h, Patrick Poivre d'Arvor. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine. Bonne soirée.